L'équipement et l'installation des télés communautaires dans les années 70 étaient bien plus complexes que celles d'aujourd'hui. Ils se limitaient à une caméra et un magnétoscope. L'image était en noir et blanc et les caméras étaient beaucoup moins expérimentées que la technologie de nos jours. On filmait sur des cassettes ou des bobines de film et on effectuait le montage des émissions sur des tables de montage. À l'époque, on ne pouvait pas aller sur YouTube pour vérifier le fonctionnement d'un équipement. Il fallait apprendre avec quelqu'un qui s'y connaît déjà ou tout simplement avec le manuel d'instruction. Si un équipement était défectueux, il devait être envoyé à Chicoutimi pour le réparer ou en acheter un nouveau. C'est souvent avec le premier appareil portatif de la compagnie Sony et les tables de montage que les entrevues et reportages ont été faits. Ils utilisaient aussi une caméra qu'ils appelaient porte-pack qui pouvait peser jusqu'à 75 livres. Le cadrage n'était pas toujours parfait car le poids de la caméra sur les épaules était difficile à transporter et aussi à la manipuler. Si nous comparons le matériel des années 70 à aujourd'hui, nous pouvons voir un énorme changement de ce côté. Les caméras sont plus petites, plus performantes, en couleur et plus faciles à transporter. Plusieurs logiciels de montage et des cours sont disponibles pour donner un meilleur rendu et un son de meilleure qualité. Des studios mieux organisés et adaptés aux émissions. L'évolution du matériel a non seulement aidé les techniciens, mais révolutionné les télés communautaires. Alors, on avait un petit magnétophone qui faisait des images, un magnétoscope qui s'appelait un porte-pack 2004. C'était un petit appareil et qui allait pas vite. Alors, quand on voulait filmer quelque chose, alors on déclenchait le système, puis là, bien, ça prenait quelques mini-secondes avant que ça se mettait en marche. Donc, il nous fallait faire du montage avec le 2004. Alors qu'à un moment donné, un petit peu plus tard, on a eu ce qu'on appelait le 3006. Alors, lui, il était plus rapide, on avait moins besoin de faire de montage. Alors, mais c'était évidemment rudimentaire par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Bien, ça se déroulait comme un peu ça se fait aujourd'hui. Alors, on partait avec un matériel, on s'en allait dans le champ de patates, parce que je m'en rappelle très bien de celui-là, dans le champ de patates, filmer les agriculteurs qui ramassaient les pommes de terre. Ensuite, on faisait venir le producteur pour lui poser quelques questions. C'est sûr qu'on avait un peu l'image de ce qu'était la télévision parce qu'on l'avait vu à Radio-Canada ou à CJPM. Alors, évidemment, on essayait de reproduire un peu les mêmes choses. Le montage, bien, on s'en allait en studio, puis là, il y avait des gens qui copiaient ce qui avait été fait sur le 2004 sur un autre appareil pour effacer là, les premières images là, qui sont floues. Alors, pour être capable de présenter quelque chose là, qui n'a pas d'image floue. Sur place, c'était en noir et blanc. C'était même pas des cassettes, c'était des tapes à bobine qu'il fallait enrouler autour des têtes. Là. Puis, je suis allé au cégep en photographie à Matane. Et quand je suis revenu à Normandin, bien là, je travaillais pas, j'avais pas de travail. Et là, la télévision communautaire, là, soudainement, était devenue en couleur. Et puis là, il s'était acheté une table de montage, mais elle n'était pas encore arrivée. Et là, il y a quelqu'un qui partait, un salarié. Alors, ils m'ont engagé, bien, ils m'ont fait un test, ils m'ont envoyé filmer un groupe rock à l'Arena. Puis ils étaient bien contents des images que j'avais faites. Ils m'ont engagé tout de suite. Puis là, je pense que le surlendemain, la table de montage arrivait, les caisses. C'est moi qui l'ai débouché, puis qui l'a connecté, qui l'a installé. Puis j'ai appris à faire du montage avec le livre d'instructions de Sony. Fait que là, j'ai dit, oh, OK, c'est beau, moi, j'avais jamais fait de montage. Fait que j'ai appris comment manipuler l'éditomètre avec les deux magnétoscopes. Et bon, c'était du bêta là, dans ce temps-là, c'était du bêta industriel. Dans les télécommunautaires, c'était très rudimentaire. On avait les premiers, je l'ai dit tout à l'heure, je pense, on avait les premiers appareils portatifs de Sony avec vidéo demi-pouce. Il n'y en avait pas beaucoup au Canada qui traînaient encore. Et l'ONF en avait acheté un paquet. Et on a eu ça ici, ce qui nous a permis de commencer à travailler. Ces équipements-là, c'était fragile. On n'en connaissait pas toutes les conditions d'utilisation. Il est arrivé souvent que c'était brisé. On envoyait à Montréal et ça prenait 2 mois avant que ça revienne. Oh là là. Et bon, il y avait cet appareil, là, la caméra, avec son enregistreuse à même. On avait aussi des tables de montage Sony, là, on appelait ça des 3600. C'était avec 2 bobines et puis 2 bobines puis un écran.
Alors, ça permettait de faire du montage, faire des coupages, puis des raccordements. Alors, on montait sur ces bancs-là de Sony qui ont été développés plus tard pour être plus performants parce que c'était pas très performant, parce que quand on refaisait partir le moteur, l'image foirait un peu. On avait des bons microphones, on avait des spots, je me souviens, on avait des éclairages puissants, c'était des éclairages du cinéma. Ça chauffait la pièce, c'était terrible. Dans le sous-sol chez Bélanger, il faisait chaud. Denis Bouchard pour les Noirs. Est-ce que t'as 25 sous? Si je te donne une pièce, Ben, ça peut pas faire, hein? J'ai besoin d'une pièce de monnaie, avec une pile et une face, hein? Et ça presse, hein? Et ça presse! oh, regarde bien. Si je la pitch, là, OK? On la pitch en bas, hein? On la pitch en bas. Mais qu'est-ce que t'essaies de faire, hein? C'est mon jeu ou c'est le tien? Tu me la donnes. Prends ton dessous, là. Alors, pour partager le jeu, si c'est pile, je me tire, et si c'est face, je te tire. C'est à prendre ou à prendre, tu n'as pas le choix. D'accord? Ouais, vas-y, tire-les. Hélène Mercier a contrôlé le jeu dès le départ. Elle s'est imposée. Elle s'est imposée. Denis Bouchard n'a pu rien faire d'autre que de la suivre. Important, je le vois déjà d'ici. Ah oui, c'est majoritaire au noir. Hélène Mercier, au jaune, pardon, excusez-moi. Pour ne pas dire unanime. C'est même presque, disons-le, unanime. Le point égalisateur. Le compte est maintenant de 6. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce que vous vous souvenez, là, qu'il y a eu un arbre de Noël chez vous? Moi, j'en ai jamais fait. Jamais. D'abord, on était dans une grande maison. Jamais fait d'arbre de Noël. Et seulement, il y avait des paquets pareils pour les enfants, des boîtes. Mais on n'a jamais fait d'arbre de Noël. Fait que là, je me dis, madame, faut peut-être le faire. Oui, on a commencé en 1925. En 1925, à faire des arbres de Noël. Vous étiez mariés à ce moment-là? Non. Papa s'est remarié à seconde noce, puis ma belle-mère est arrivée, puis on a fait un arbre de Noël. Après ça, on a continué. Puis qu'est-ce qu'il y avait dans votre arbre de Noël? Ah, on faisait des petites boules couvertes avec du papier de plomb. Quand on pouvait en avoir du rouge, puis on se faisait des chaînes lacées comme une vraie chaîne pour faire les guirlandes. Puis après ça, on cassait des œufs, puis des 2 bouts, puis on les vidait, puis on les couleurait, puis on mettait ça dedans là, pour faire des beautés. Puis des cadeaux, il n'y en avait pas tellement, par exemple. Il n'y en avait pas tellement. On avait pris une boîte, là, puis on s'était fait une étable, là, puis mettre une petite Sainte Vierge, puis c'était ça que... L'arbre était entièrement fait à la main. Vous n'alliez pas dans un magasin chercher des guirlandes. On allait le chercher dans le champ. Quand j'ai commencé à la télé, on était encore sur des cassettes à ruban. Bon, on avait encore des cassettes 3/4. Là. Les enregistrements du direct le matin à Saint-Félicien se faisaient sur cassette 3/4 et on avait des tours de diffusion. Il pouvait avoir 6 enregistreurs, diffuseurs, un par-dessus l'autre, des grosses machines. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Les caméras, écoute, le caméraman ne pouvait pas faire une demi-heure avec la caméra à l'épaule. C'était impossible parce que ça pesait une tonne, ces affaires-là. C'était des ordinateurs qu'on avait, puis c'était vieux. Et ça a évolué. Maintenant, on a des équipements quand même de pointe. Beaucoup mieux qu'avant, je pense, avec une qualité d'image beaucoup mieux qu'avant. Les tournages en studio et les tournages à l'extérieur, c'est une télé communautaire, ça a toujours roulé à effectif réduit. Donc, si on allait tourner en extérieur, on partait avec un caméraman. Si ça se faisait en studio, on avait aussi un seul caméraman. La seule émission où j'ai vu 2 ou 3 caméramans, c'est l'émission du matin qui se diffusait à partir de Saint-Félicien. C'est les seuls moments où il y a eu plus qu'un caméraman. J'ai aussi animé une émission produite par Vidéotron Chicoutimi, où là, il y avait plus de budget. C'était quand même Vidéotron Chicoutimi, donc on avait de l'argent. Et là, ils nous payaient sans problème 2, 3 caméramans.
Mais sinon, les productions locales, ça se faisait à une personne devant le Kodak, une personne derrière le Kodak. Ça se résumait à ça. Si on sortait, t'appelais, tu prenais rendez-vous et t'essayais de faire ça le plus rapidement possible et en une shot le plus possible. La première caméra que j'ai travaillée, c'est une caméra, on l'appelait la 1640. C'est une caméra à un tube. Pas nécessairement professionnel, mais un tube plus du niveau intermédiaire, là, un pro-consumer. Puis je me rappelle à l'époque que Christian avait eu du financement pour acheter une caméra 3 tubes, une caméra Saticon à 3 tubes, qui nous permettait de faire une meilleure qualité au niveau des images, qu'on a également... le premier vidéo que j'ai fait avec la caméra Saticon, c'était un documentaire sur la fabrication du fromage pour la fabrique M. Perron à Saint-Prime, la fromagerie M. Perron à Saint-Prime. C'était le premier vidéo corporatif qu'on a fait. On en a fait bien d'autres par après. Et également, ce qu'il y avait comme handicap à travailler avec ce type de caméra-là, c'est qu'on avait la caméra sur l'épaule, on avait un cordon ombilical qui allait jusqu'au magnétoscope. Et des fois, ça pesait entre 50 et 75 livres les deux. Ça fait que je me rappelle une vidéo avoir tourné avec Justin Gagnon dans la forêt, où on devait se promener, filmer un cimetière indien, et on devait courir, marcher dans le bois, avec 75 livres de matériel sur l'épaule. Fait que c'était tout à fait normal quand on arrivait pour cadrer, qu'on nous voyait respirer dans le cadrage. Ça, c'était l'époque. Le montage, ça se faisait toujours avec une table de montage, autrement dit un player, un recorder. Ce qu'on faisait, on sélectionnait les images sur le player et on faisait une copie sur le recorder en assemblant bout à bout les images. Après ça, on faisait jouer la cassette, puis on avait un montage final. On travaillait avec 2 pistes de son à l'époque. Donc, ce qu'on faisait, on chevauchait le son entre 2 pistes afin de faire des mix également avec la musique, on travaillait avec ça. Fait que c'était un peu limite, mais aujourd'hui, avec la démocratisation des médias, des ressources techniques, il n'y a plus de limite. Le premier système qu'on a eu comme pour faire de l'infographie, on l'avait acquéri justement pour aller chercher des revenus en publicité, ce qui nous permettait, comparativement au Télédac, d'avoir un affichage alphanumérique avec quelques couleurs. Le système Inscriber nous permettait d'aller chercher quand même 16 millions de couleurs avec des fontes de différentes dimensions, des couleurs. On pouvait également incruster des images. Fait que ça nous emmenait une coche de plus au niveau de la télévision. Mais on gardait toujours quand même la température, parce qu'à l'époque, il faut dire que les gens regardaient le canal communautaire pour la température. On regardait TVC2, c'était pour voir la température qu'il faisait à Saint-Félicien. À partir de là, quand il y avait des émissions, on regardait quand même le canal, mais la présence de la température a toujours été importante. C'était très rudimentaire parce que Christian avait développé un système d'automation pour diffuser des cassettes. Puis ça passait au travers d'Inscriber, ça passait au travers du Télédac. Quand la cassette avait fini de jouer, le magnétoscope arrêtait, ça faisait passer le signal soit du Télédac. C'était très rudimentaire. Puis, ce qu'on avait comme switcher au niveau vidéo, audio, c'était quelque chose de passif, autrement dit. Quand on switchait d'une à l'autre, une source à une autre source vidéo, audio, ça débarrait. C'était vraiment très rudimentaire. Donc, il fallait bien cuer les cassettes, les positionner au début, puis s'assurer que c'était la bonne cassette qui partait au bon moment. Et on a toujours minimisé l'impact au niveau de la durée des rubans. On faisait les émissions, mais même si l'émission durait 1 heure, 1h05, nous autres, ça ne nous dérangeait pas. On la passait en ondes, puis on vivait très bien avec ça. On n'avait pas de limite de temps au niveau des contenus, là. On pourrait dire que l'équipement, dans ces années-là, c'était pas tellement durable. En fait, ce qu'on avait, c'est qu'avec des cassettes,
souvent, le ruban pouvait se briser, s'user parce que, écoute, on utilisait, puis on réutilisait, puis on réutilisait, puis je pourrais le dire encore, les cassettes, souvent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a perdu des archives. Hein. C'est qu'à un moment donné, on flush ça parce que on manque de cassettes, fait qu'il faut réenregistrer par-dessus ce qu'on a déjà fait. Puis les magnétoscopes aussi avaient besoin d'être nettoyés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on était équipés avec des tiroirs qui étaient comme... Ils sortaient complètement du meuble. On ouvrait la carte qui était sur le dessus, qui n'était même pas vissée. Puis après ça, on allait nettoyer ça, puis on refermait ça. Puis là, ça retoffait encore un bout. Puis, tu sais, il y a encore de ces magnétophones-là qui fonctionnent aujourd'hui, mais je veux dire, magnétoscope. Il y a encore de ces magnétoscopes-là qui virent encore aujourd'hui, mais qui sont comme à la fin de leur vie. Puis c'est pour ça qu'il faut essayer de ramasser nos archives le plus possible pour les conserver, au moins ceux-là qui restent, parce qu'on a éliminé beaucoup avec le temps. Fait que je dirais que par rapport à aujourd'hui, c'est sûr que la technologie d'aujourd'hui, avec le numérique, bien là, tu sais, on n'a plus des problèmes comme on avait avec ces équipements-là dans le temps. Puis la facilité aussi d'utilisation des caméras, tout ça qui était beaucoup plus complexe dans le temps. Les caméras étaient plus grosses, plus lourdes. Bien, c'était une grosse bête, très lourde. Il fallait quasiment être 2 pour la transporter. Puis avec les cassettes qu'on appelle 3/4 de pouce, en fait, qui est un ruban de 3/4 de pouce de large. Là, c'était des grosses cassettes, puis tu avais maximum 1 heure là-dessus. Puis après ça, tu en avais des petites. Puis là, tu avais le magnétoscope sur toi, avec la caméra sur l'épaule. Ça aussi, c'était quand même très lourd. Puis là, la petite cassette, elle avait 20 minutes, peut-être 30. En tout cas, puis là, tu filmais avec ça, puis après ça, tu allais dans ton magnétoscope, puis là, tu faisais ton montage. Souvent, tu en avais 2. Tu étais capable de travailler avec une table de montage, avec des roulettes. C'est un petit peu quand même, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait encore aujourd'hui avec des ordinateurs, mais c'était vraiment mécanique. Fait que c'était le défaut un peu de ces appareils-là, c'était d'être un peu trop mécanique. Je pense qu'il se faisait beaucoup d'affaires en studio, mais avec l'arrivée des porte-à-pack qu'on a appelés, là, les magnétoscopes portatifs, c'est sûr que là, ça a permis de sortir plus. Vraiment, là, ça l'a aidé pour ça. Puis après ça, bien, l'arrivée des caméras avec la cassette intégrée. Ça, c'est vraiment, là, c'était une belle évolution aussi. Puis, mais tu sais, en général, c'est sûr que je pense que les premières années de la télévision communautaire, ça se passait presque, selon moi, presque essentiellement en studio, là. On emmenait le monde dans notre studio pour les faire parler. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, ça s'est sorti tranquillement des studios. Cette première partie de la saison de l'heure des quilles. J'espère que vous nous suivrez tout au long de la saison. On peut voir que les équipes sont enthousiastes de commencer. Cette semaine, les équipes en présence, Institut J. Gilbert sur l'allée numéro 7 et l'équipe de René Chasson sur l'allée numéro 8, dis-je. Avec comme premier joueur, M. Régent Ouellette. Et c'est un abat en partant. On ne voit pas les quilles qui sont tombés à l'écran parce qu'elle était encore chancelante, mais les 2 quilles sont réellement tombées. Ce qui fait un abat à M. Ouellette à son premier carreau. Au tour maintenant de M. Serge Lemieux, qui a une moyenne de 101 et un handicap de 74. M. Lemieux laisse une quille debout. Va tenter de faire une réserve à son tour à son premier carreau. Oui, allô? Monsieur Alain Auclair, s'il vous plaît. Oui, moi-même. Monsieur Auclair, Christian Talbot, Philippe Tremblay. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes à l'émission Rumeur? Oui, allô? Oui, vous nous comprenez bien, oui? Oui, très bien. Bon, monsieur Auclair, vous savez qu'il y a des rumeurs en ville qui circulent à votre sujet. Ah, peut-être, oui. Au point de vue politique, qu'on parle. Oui, on parle pas des autres domaines, on s'en occupe pas. Ah, mais c'est d'autres rumeurs aussi? Ça, c'est une blague de Philippe. S'il y en a d'autres, lui, ça, c'est pas de nos affaires. Monsieur Auclair, il y a une rumeur qu'il y aurait un groupe à l'effet qui vous sollicite énormément pour que vous soyez candidat à la mairie aux prochaines élections. Donc, je ne cacherai pas qu'il y a des gens qui m'ont demandé, là, mais c'est un peu normal que les gens recherchent des candidats potentiels pour remplacer ceux qui s'en vont. Là. C'est
Mais actuellement, la maire est encore en place et on vous sollicite, vous, pour aller en élection. Oui, on m'a demandé de m'impliquer. On m'a même dit que mon tour était venu, que c'était le temps que je m'implique au niveau de probablement l'échevinage. Mais comme tel, j'ai pas fait de réponse maintenant. J'ai dit aux gens qui me l'avaient demandé que je réfléchirais à leur proposition. Mais là, vous parlez d'échevinage, mais nous, ce qu'on entend le plus, c'est la mairie. Non, la mairie, je n'y ai pas pensé, puis je ne veux pas y penser non plus, parce que, pour une raison qui est très pratique, c'est que le temps qui doit être alloué à cette fonction-là, je ne l'ai pas. Puis, j'ai des entreprises à Saint-Vicien, comme vous savez, dont je dois m'occuper, puis c'est ça qui est ma priorité. Il y avait du direct parce que c'est que enregistrer, oui, il y avait des choses enregistrées, mais il y avait du direct. Mais on préférait toujours être enregistré parce que c'est qu'on n'était pas des professionnels ni un ni l'autre là, parce que c'est que on pouvait s'enfarger dans nos informations, on pouvait, mais il reste que c'est que je pense que c'est qu'on a fait de notre mieux, tout cas. Les premiers équipements, on les avait, on pouvait les acheter sur les projets. Je suis pas vraiment sûre de ce que je dis, là. Okay, c'est pas grave, mais il reste que c'est que on a eu le minimum, une caméra, voyons, comment est-ce qu'on appelle ça? Le magnétoscope. Le magnétoscope. Puis après ça, on avait un peu d'éclairage. Puis, avec le temps, on a acheté une deuxième caméra, une caméra qui sortait. On allait filmer des activités en dehors. Ça fait 6 ou 7 ans que ça existe, depuis 72, si je ne m'abuse. Là, on est encore en noir et blanc. Alors là, c'est très particulier. Moi, les tables de montage, j'ai des souvenirs impérissables des tables de montage là, où on recule les bobines à 2 mains pour qu'elles partent ensemble. Puis, faut se reprendre à peu près 10 fois pour que le cut soit intéressant, sinon c'est vraiment l'horreur. Par contre, au niveau de tourner, on avait la possibilité de faire des fondus enchaînés, ce qu'on n'a pas pu faire quand la couleur est arrivée parce qu'il nous manquait des éléments. Si vous êtes des amateurs d'infoman, quand l'émission commence, on voit une petite caméra là, à pogner. C'est une caméra en noir et blanc, celle-là. Très particulière. C'était vraiment une toute petite caméra qui nous servait pour les reportages parce que le reste, on ne pouvait pas sortir ça. C'était vraiment des monstres. Quoique les pieds, c'est quand même assez similaire. Les caméras, il y en avait... C'était assez gros, merci, oui. Puis comme je disais, au niveau de la qualité du montage, c'était épouvantable. C'était très difficile. Quand on est passé à la couleur, dans le sens... Le noir et blanc, c'est du demi-pouce. Ensuite de ça, on passe au 3/4. Le 3/4, puis moi, je vais mourir avec le 3/4, là, dans le sens que j'aurais pas touché au numérique comme tel. Les petites annonces sont tapées à la main sur des petits cartons que l'on installe sur un carrousel qui est relié à un moteur qui est avec une caméra fixe. Et là, les annonces passent bien tranquillement, puis dépêche-toi d'aller parce que le carrousel, lui, il continue. Puis les gens payaient pour ces petites annonces-là. Ça, c'est vraiment... Là, puis je me rappellerai toujours qu'on était obligé de l'arrêter pendant les émissions, parce que lui, il faisait même trop de bruit. L'horreur! Fait que là, nous autres, on le débranchait. Bon, là, on va faire un tournage. Fait que là, c'était marqué tout, j'y pas. Après ça, ben, quand on est arrivé au 3/4 de pouce, ben là, oui, ben déjà, on pouvait aussi taper des textes numériques. À la Dora, on n'avait pas de table de montage. On avait tout le stock pour filmer en 3/4, mais après ça, on allait à Saint-Félicien, à Télévision communautaire, qui, elle, avait le montage. Puis là, c'était vraiment, prends-toi un petit papier pour avoir ton horaire. Fait que souvent, moi, je me rappelle, les plus beaux montages que j'ai faits, c'était en pleine nuit. Parce qu'il n'y avait plus personne à la télévision, c'est que moi j'allais là, puis on faisait notre montage, on travaillait toute la nuit, on sortait aux petites heures du matin, puis on rigolait comme des fous parce que c'était notre plaisir, on était enfermés. Puis quand ça marchait pas, parce que souvent la télévision communautaire de Saint-Félicien, la table de montage, ben forcément, était accaparée, alors elle brisait. Fait que là, c'est là que je me ramassais au cégep de Saint-Félicien. Eux autres, ils se servaient même pas de ça. Moi, j'allais au cégep de Saint-Félicien et je voyais André Fortin, feu André Fortin, qui était là comme technicien, puis lui, il me recevait bras ouverts, un petit peu d'argent. Puis c'est de voir qu'après ça, j'enseignais là. C'était vraiment... Puis c'était encore André qui était là. Ça fait que là, moi, j'étais... Tout le monde avait de la misère avec André Fortin, mais pas moi.
On avait des très grosses caméras, c'était très lourd, hein, puis c'était des bobines avec des trucs, là, comme des grosses cassettes, là, qu'on fonctionnait avec ça. Alors, moi, je touchais pas ça, je comprenais pas ça du tout. Mais en même temps, j'étais toujours avec eux pour essayer ça. Et moi, ce que j'ai aimé, et ça l'a, je pense, même transformé ma vision du Lac-Saint-Jean, puis ma vision de l'écriture même. C'est qu'on se promenait beaucoup avec les caméras, puis on filmait partout. On allait là, filmer des rivières, des chutes, des beaux coins, puis on passait ça à la télévision pour faire comme des intermèdes à la télévision communautaire. Les chutes à l'Ours, par exemple, de la rivière à Chapmouchouane, que j'avais pas vu, que j'avais jamais vu, moi. Mais on est allé là, on a filmé ça. Et là, ça m'a appris à voir, si tu veux, mon village et mon décor d'une autre façon. Puis à le trouver beau. Quand tu le vois à la télévision, là, mon Dieu, on dirait que tu le redécouvres. Et c'est quelque chose qui m'a énormément influencé. Et ça m'a marqué dans le journalisme que j'ai pratiqué après. Parce que ça m'a toujours intéressé d'aller voir les lieux, d'aller voir les gens, puis de parler. Bon, des fois, ça bloquait. Je sais qu'on avait eu des problèmes là-dessus. C'était une espèce de grande roue qui tournait, puis on mettait comme des cartons là-dessus. Puis la caméra filmait ça, puis ça revenait, là, tu sais, continuellement. Mais des fois, ça bloquait sur une annonce. Puis là, il y en a qui n'étaient pas contents. Ils disaient, pourquoi lui, il a-tu payé plus que les autres pour être là plus longtemps? Ça va chauffer à soir, monsieur de dame. Encore bien chaud, là. M'assure sur le poêlon ici, là, sur le four, là. On va faire chauffer le bœuf comme faut avant. Hein? OK, ça commence. Tranquillement, pas trop vite, hein. Il n'est pas capable d'en prendre trop à grands coups, lui, hein. Ça va tranquillement. En masse des petits coups, pas tous des grands coups, hein. Faites attention, la flamme se chauffe fort, hein. Là, monsieur, gars, les poils, toi. Les poils et tortilles, hein, ça va bien. OK. Ah, ça va mieux quand ça chauffe plus. Il va y avoir une graine dans le carburateur, là. Ah, monsieur, ça va être bon, ça. Peut-être le virer un peu, hein. Hop, voilà. Oh, monsieur. OK. Ouf. Sois-moi, toi. OK. Ça a-tu l'air assez chauffé, ça? OK, on va la mettre sous le réchaud en arrière, en attendant. Aïe! La soupe brûlée après le beurre. OK. Alors, bonsoir, madame, monsieur. Bonsoir. Alors, ce soir, nous avons un menu très varié et très bien garni, madame, monsieur. Il y en a pour tous les goûts, de la soupe au dessert. Tout ça préparé avec amour pour des gens qu'on aime bien, hein? Si quelques plats sont rehaussés de bonne sauce piquante. Et le tout ça accompagné de 2 bons petits vins ici, hein? Oui, Dan Fouillé, c'est un rouge. Alors bonjour mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue et on souhaite la bienvenue également à tous les gens qui sont ici dans nos locaux de la télévision communautaire Câble de Rive, Dolbeau-Mistassini. On va inviter tout d'abord les invités d'honneur à venir nous rejoindre ici en studio afin qu'on puisse dans quelques instants procéder aux présentations de ces invités-là, également coupe de ruban officielle. On va recevoir, je vais entrer nos invités spéciaux, mais je vais laisser notre animatrice tout à l'heure vous les présenter. Entre-temps, je vous mentionne tout simplement, pendant que le maire fait du rampe à 4 pattes devant les caméras, on vous mentionne tout simplement que dans quelques instants, on va procéder à l'inauguration officielle. Ceux qui nous ont suivis tout au cours de l'après-midi, vous avez vu qu'on vous a un peu présenté les locaux, qu'on vous a présenté un petit peu le personnel, mais officiellement, ce soir, vous allez rencontrer les gens qui marquent et qui marqueront et qui ont marqué le renouveau, je dirais, de la télévision communautaire Dolbeau-Mistassini. Sans plus attendre, sans plus vous faire languir, les gens qui sont à l'extérieur du studio, vous pouvez nous surveiller dans les moniteurs et nous entendre. Vous allez avoir ça tout au cours de l'émission. Moi, entre-temps, je vous
laisse en compagnie de Mme Yvette Niquette, qui est sur le conseil d'administration de la télévision communautaire, qui va se charger de vous présenter les différents invités, les différentes parties de cette émission. Nous, on va se retrouver tout simplement à la fin de l'émission. Alors, on vous souhaite une bonne émission à l'antenne de Câble des Rives. Mme Niquette, je vous laisse maintenant la parole. Alors, bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Il nous fait extrêmement plaisir de vous accueillir ici ce soir dans nos nouveaux locaux pour l'inauguration officielle de la télévision communautaire. Si cette nouvelle petite entreprise a pu voir le jour dans le secteur d'Olbeau-Mistassini, c'est grâce à l'esprit d'initiative et au dynamisme de certaines personnes, que nous aurons d'ailleurs l'occasion d'entendre tout à l'heure, nous parler de leur démarche et des étapes parcourues pour réaliser ce projet. C'était très primaire. Hein. C'est arrivé, c'était peut-être 3 boîtes, 2 caméras, et puis qu'est-ce qu'il fallait avec, là? C'était un ou 2 pieds de caméra, puis c'était vraiment un kit de démarrage, là. Et c'était pas... Je me souviens que il fallait bien identifier nos cassettes parce que si on cherchait telle partie de hockey de tel jour, ben il fallait que ça soit bien indiqué que c'était celle-là. Les tournages, ben, ce que je me souviens durant l'été, c'est qu'on utilisait la salle d'étudiants qui était juste à côté comme l'ancienne résidence du concierge, là. C'était une salle où, durant l'école, durant l'année scolaire, il y avait des tables, les gens jouaient aux cartes, puis nous autres, ben, en tout cas, durant l'été, on s'est servi de ce local-là pour installer nos caméras qui demeurent là tout le temps, puis qu'on puisse installer notre décor un petit peu en arrière. Là, c'est sûr que c'était très primaire, là. C'était pas mal tout ce qu'on avait. Qu'est-ce qu'on faisait quand on faisait... Ah ben, il y avait quand on faisait une émission spéciale, mettons, comme je dis pour la chasse, faire un décor. Là, c'était encore dans ce local-là étudiant qu'on a plein, là. J'imagine qu'on tassait les tables, on se prenait un petit coin. Il fallait que ce soit après les heures de cours pour qu'on puisse faire ça. Ah, les équipements, on était loin du numérique. Je pense qu'il y en a plusieurs de vos auditeurs qui se rappelleront pas qu'on appelait ça une espèce de porte-pack. Je l'image, c'est gros comme ça à peu près, là. On se promenait avec ça, ça marchait avec, sur la prise de briquet de l'automobile. Et puis, lorsqu'il faisait froid, là, en bas de plus 10 degrés, là, il fallait laisser l'appareil à l'intérieur puis filmer comme on pouvait. Et puis, en studio, par exemple, on avait des grosses lampes éclairantes qui chauffaient tout le monde. C'était vraiment le début là, de la technique à ce moment-là. Parce que moi, je me souviens, quand je suis mon cours en électronique, on passait de la lampe au transistor. On était loin de l'informatique d'aujourd'hui, loin du numérique, là. Aujourd'hui, techniquement, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus accessible, tu peux couper comme tu veux. Faire du montage, c'était exceptionnel, là. Moi, je vous dis que les 4 ou 5 années que j'étais là, je travaillais 12 à 16 heures par jour pour être capable d'arriver à un minimum de qualité au niveau des émissions. Et puis, une chose qui serait peut-être intéressante que le monde sache, une petite anecdote, c'est que moi, mon père, en 1965, il était comme concierge à l'école Jean Delbault et gardien de l'école. Et à ce moment-là, on habitait à l'intérieur de l'école. Et puis, lorsque je suis parti suivre mon cours d'électronique, il n'était plus là, mais quand je suis revenu, on a utilisé nos chambres à coucher. Alors, tu avais la chambre de mes parents où était la console et les 2 autres chambres pour le studio comme tel. On s'est organisé la télévision communautaire là. Puis, 3 ans après, on est déménagé à l'école Provencher qui est maintenant la salle des Chevaliers de Colomb. On avait une partie d'où est la salle des Chevaliers de Colomb actuelle
pour la réalisation de nos émissions. Ah, les tournages à l'intérieur, c'est que, je me souviens, je pense qu'on commençait nos émissions aux alentours de 5 heures. Puis je vais vous dire qu'il y a plusieurs soirs où ça marchait pas, puis il fallait absolument arriver à faire notre émission. Mais on n'a pas manqué beaucoup d'émissions techniquement. C'est pas arrivé souvent. Là. Ce qui brisait le plus, c'était les fils. Puis moi, à l'époque, j'étais un fort myope, mais un myope, ça voit de proche. Fait que j'étais capable de réparer un 50 fils qui est à peu près la grosseur de mon doigt, la grosseur de mon index. J'étais capable de réparer un fil sur les 50 fils parce que j'étais capable de proche de visionner ça. C'est plus la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis même handicapé visuel. Mais à l'époque, je me débrouillais assez bien. L'équipement qu'on avait dans le temps, on avait ce qu'on appelait des gros porte-packs. C'était terriblement gros. On avait des valises en aluminium. Juste trimballer l'équipement, c'était quelque chose. Il fallait se mettre ça sur nous autres. Il fallait emmener ça. C'était très lourd, très lourd. On avait une seule caméra. Fait que bien souvent, il fallait essayer de faire des gros plans. Il fallait se reprendre pour s'approcher des gens, pour faire un autre plan sur l'autre côté. C'était vraiment basique. C'était la base, l'équipement qu'on avait. Là. Même les micros, il fallait s'accrocher le micro après nous. On voyait le grand fil qui traînait. On n'avait vraiment pas le choix. Bon, les tournages dans le studio, je vais vous dire, c'était toujours une partie de plaisir. On était jeunes. Moi, j'avais 17 ans. On était tous presque du même âge. Et c'était le gros party quand on se ramassait dans le studio. Je vais vous conter une anecdote. Il était une journée, j'étais avec Régent Potvin, qui était un de mes grands amis. Régent était à la console de son. Alors, il m'a demandé, « Bernard, on va faire un test de son. » Alors, moi, j'ai pris le micro et j'ai fait semblant de parler. Alors, lui, il m'a regardé, il m'a dit, « C'est pas assez fort, je vais remonter un peu. » Et en même temps qu'il a remonté, j'ai pris le micro et j'ai crié. Je pense que Régent a levé à peu près 2 pieds de sa chaise. On avait tellement ri. Puis quand on allait sur le terrain, au début, c'était difficile. Mais en dernier, quand la télévision communautaire a commencé à être connue, on était très bien accueillis chez les gens. Il y a des gens qui nous accueillaient, ils nous payaient la bouffe, même des fois certains, on était jeunes, donc la boisson un peu aussi de temps en temps. Mais on n'a jamais vraiment eu de problème à faire nos reportages sur le terrain. On avait toujours quelqu'un pour nous y amener, quelqu'un pour nous ramener après le reportage. On était très bien accueillis. Quand on a commencé, on était sur ce qu'on appelle les bons vieux porte-packs et des caméras, des Shibaden. Ça ne dit rien à personne, à moi non plus, mais je les utilisais. En fait, c'était du noir et blanc. On filmait, on avait quand même de l'équipement portatif. Lorsque nous étions dans les studios à Dolbeau TV, on avait tout un studio en haut du bâtiment qui maintenant est devenu un garage, là, mais j'avais tout le haut. On avait un studio qui était là. On avait la console, la place pour la console et tout l'équipement, se retrouvait là. On m'avait même doté. M. Perron m'avait même doté d'un quart de reportage où ce que nous avions sur une camionnette, tout avait été déposé. Je mettais tout, la caméra, je faisais faire mes reportages extérieurs. À partir de cela, il y avait une console à l'intérieur de ce quart de reportage. Et ça, c'était vraiment, là, pour nous, c'était l'apport important. Et comme je disais tout à l'heure, on a été pendant cette période-là, le moment où on a mis on a reçu les caméras couleur. Alors ça a été tout un... Et on a déménagé. Avant ça, on était en demi-pouce lorsque nous filmions sur les bandes vidéo. Et on est devenu en 3/4 de pouce, ce qui nous a amené à revoir aussi tout... C'était beaucoup plus facile avec des cassettes 3/4 de pouce qu'avec des rubans en demi-pouce, où là, les rubans, le 3/4 du temps, tu te ramassais avec « Ah, il était décroché. » Donc, tout ce que tu filmais ne s'enregistrait pas. Ça n'allait pas nécessairement très bien à ce moment-là. Et n'oubliez pas
que j'étais tout seul. Alors, il fallait que je sois et caméraman, et au niveau du montage, et au niveau de la prise de son, puis tout ça. Alors, ça représentait... J'ai même fait, à un moment donné, j'avais fait pour la commission scolaire, on avait fait un reportage sur les écoles en milieu rural. Alors, j'avais été, entre autres, filmer les classes, comment ça se déroulait à Saint-Eugène, à Notre-Dame. Et le soir, hein, lorsque ça avait été fait, je présentais donc aux parents les films qui avaient été pris. Et lorsque je me suis ramassé à Notre-Dame-de-Lorette et j'avais oublié un open reel, j'avais oublié la cassette pour pouvoir être en mesure de faire tourner mon autre ruban. J'ai-tu besoin de vous dire que ça a été épouvantable? J'avais pas le temps de prendre 1 heure pour faire l'aller-retour pour aller me rechercher ce que j'avais oublié, mais on s'est arrangé avec mon doigt pour pouvoir être en mesure de faire tourner le ruban sur l'autre côté. Mais on a réussi quand même à présenter l'émission que nous avions. Du côté de Dolbeau, ça a été différent. Du côté de Dolbeau, les caméras où on retrouvait la partie caméra puis la partie magnétoscope assemblée dans une seule caméra, qu'il appelait une Unicam. Ça, on a commencé à travailler avec du VHS là-dessus et du Super VHS. Ça a été l'autre génération. Et la durée, la qualité était moindre, mais ça offrait quand même une souplesse. Et la beauté de la chose, c'est qu'à l'époque, on était un peu moins soucieux de la qualité de l'image parce que ça demandait quand même un effort financier énorme pour acquérir des équipements quand même broadcast. Et on voulait minimiser ces investissements-là pour peut-être aller chercher des ressources pour nous aider à faire du contenu. Fait qu'on sacrifiait plusieurs fois, on sacrifiait la qualité de l'image pour produire le plus d'émissions possible. Moi, je pense que l'équipement de cette époque-là, je ne veux pas utiliser un mot, mais c'était révolutionnaire. Je vais t'expliquer pourquoi. Avant des années 70, là, c'est pas moi qui l'utilise, mais je sais ce qui existait. On avait surtout la pellicule 8 mm ou il y avait le 35 mm, le 16 mm. C'était surtout ça. La télévision communautaire, elle a amené le vidéo. Ça a été, pour moi, je pense, ça existait peut-être ailleurs, ça a été les premières images vidéo. Les premières images vidéo qui étaient en noir et blanc, puis qui étaient très conviviales. Tu sais, c'était très convivial parce que tu pouvais... tu sais, quand tu tournais en 8 mm, ben ce que tu tournais, tu pouvais pas... fallait que tu le conserves. Si ton image était surexposée, elle était gaspillée. Si tu avais eu un mauvais enregistrement, elle était pas... En vidéo, si tu avais un mauvais enregistrement, tu rewindais la cassette, puis tu recommençais. Tu sais, tu pouvais récupérer. Moi, je trouve que ça a amené une démocratie au niveau de l'utilisation de l'équipement qui a resté parce que cette vidéo-là, dans les années 80, quelques années après, est rentrée dans les foyers, est devenue populaire, puis est devenue très conviviale. Fait que c'était ça l'équipement au début. C'était très, je veux pas dire archaïque parce que c'est pas vrai. C'était la qualité du moment. C'est sûr que le montage, on était en open reel, en noir et blanc. Tu prenais un magnétoscope, tu avais un autre magnétoscope, tu rewindais de 5 secondes à peu près, d'une dizaine de pieds. Tu faisais une marque à la croix blanche, puis là, tu pesais sur play. Puis là, quand ta marque passait, ben tu recordais. Tu sais, c'était le pré-roll d'aujourd'hui que l'avenue des magnétoscopes avec des cassettes a fait les logiciels de montage. Mais moi, je pense que l'équipement du début, là, pour moi, ça a été révolutionnaire. Puis c'est peut-être pour ça que j'avais pogné le goût là. C'était surtout en studio à cause c'était pas trop mobile, tu sais, t'avais 2 caméras, t'avais un magnétoscope. Le porte-pack te permettait d'aller à l'extérieur un peu, sauf que lui, si tu voulais réajouter, tu pouvais pas... aujourd'hui, tu vas faire une entrevue, tu vas faire des inserts. Là, c'était linéaire. Ça fait que si tu voulais, il fallait que tu montes linéaire. C'était surtout en studio.
C'était étudiant en studio ou, comme je te parlais, quand on allait, exemple, au Festival du Bleuet, ben là, on déménageait le studio, là. C'est une façon, on installait les 2 caméras, mais il y avait beaucoup, c'était surtout en studio. C'était sur trépied, les caméras étaient sur trépied. Le mobile était la Betacam, le porte-pack. Le porte-pack était mobile, puis, mais c'était surtout sur trépied en studio. T'as des longues entrevues de discussion, puis la population pouvait venir. Tu sais, c'était surtout les groupes. Il y avait la commission scolaire qui était impliquée là-dedans un peu au niveau du prêt de l'équipement. Au début de la télévision communautaire, du moins dans le coin de Dolbeau-Mistassini, l'équipement avait été, je cherche le mot, avait été commandité là, par la commission scolaire, Louis Aymon. Fait que on était quand même bien équipés. C'était, je me souviens encore là plus, il y avait au moins une couple de magnétoscopes, on avait des caméras, une couple de caméras, mais c'était chapeauté. Donc, il y avait de la participation de la commission scolaire, des groupes. Les groupes, dans le temps, je sais pas, moi, il y a les commerçants, le monde scolaire. J'ai toujours été technicien. Puis la job de technicien, ben là, t'es caméraman. Ce que j'aimais beaucoup, comparativement, j'avais fait un peu d'emploi à TVA comme caméraman. Caméraman, dans ce temps-là, il y avait des crinqueux, en 16 mm, il n'y avait même pas de vidéo. Juste pour vous dire, à l'Université de Montréal, j'avais étudié en noir et blanc. On avait de l'équipement en noir et blanc. Et quand j'arrivais au Saguenay, on avait eu la première caméra couleur. On faisait les sacs de presse avec les caméras couleur. De quand moi je suis rentré, c'était tout des ordinateurs analogues. Il n'y avait pas de numérique. Là. On avait un Casablanca, c'était comme une table de montage. Mais c'est tout du 1 pour 1. Ça veut dire que si ta durée d'enregistrement, c'est 1 minute, ben, tu payes supplé, tu payes sur rec, tu attends 1 minute de temps. Fait que là, on appelait ça le dompage. Tu pouvais domper, non, t'as bien 3 heures d'émission dedans, puis tu n'avais pas fait de montage encore. C'était vraiment long. On avait fait ça 3 heures. Là, après, c'est d'abord le montage, des coupures, ce que tu voulais pas avoir dedans, puis c'était limite là, comme système. On avait un système de montage qui était fourni par mon ami Luc, parce que la télé n'avait pas de système de montage performant. Sauf que lui, c'est un maniaque de vidéo. Il savait acheter une carte, en tout cas, en conséquence. Puis ça allait vraiment vite. On pouvait prendre des fichiers puis les rentrer direct, puis ça allait super bien. C'est là que M. Menard a dit ouais, ça nous prendrait vraiment un autre système comme ça. Là, puis on pourrait rouler là, à 2 systèmes. Puis... autrement dit, il avait loué le système à Luc pour pouvoir faire vieillir la TV. C'est vraiment basique, là. On avait des caméras JVC sur ruban magnétique, numérique, autrement dit. Ça allait très bien, sauf que c'était vraiment fragile. Les cassettes, normalement, tu es censé enregistrer 1 ou 2 fois dessus, pas plus. Nous, on était rendu à 6 fois. Là, rendu à 6 fois, là on appelle ça des bugs numériques. On parlait des lignes de l'ancien enregistrement en dessous, c'est un nouvel enregistrement sur le dessus. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous allez filmer un ministre, puis vous payez sur REC, puis tu dormes ça le soir, puis le lendemain, ton boss te dit « Il est où ton enregistrement? » Ben, tu dis « Je l'ai enregistré. » Mais les premières 25 minutes, là, c'est tout l'ancien enregistrement parce que la cassette n'a pas enregistré. Elle a commencé à enregistrer après 25 minutes. Fait que là, tu te ramasses avec juste une demi-heure du premier ministre qui est venu ici. Tu peux pas le rappeler, là. Tu te dis, c'est passé, c'est passé. Ça m'est arrivé maintes et maintes fois. On a acheté des cassettes plus performantes, mais on trichait tout le temps parce qu'on n'avait pas d'argent. Fait qu'on les blaquait, mais justement, quand tu es black, c'est comme si tu réenregistrais par-dessus les cassettes pour faire un noir. Fait que c'est toujours dangereux de perdre ce que tu enregistres. Puis, dans le temps, aujourd'hui, c'est facile. On regarde dans un viseur, c'est tout en couleur. Moi, je l'ai appris avec les tons de gris, blanc, noir. Je sais pas si vous le savez, là, puis une caméra, ça fait des white balance. C'est des balances de blanc. Tu avais un petit piton en dessous de la caméra, tu zoomais sur un blanc, tu levais ton piton, elle disait « white balance, OK ». Mais elle, si elle a vu que c'était beige, ben ça changeait tout ton prisme de couleur dedans, mais tu le savais pas.
Parce que on est toujours avec gris, blanc, noir. Mais dans ton viseur, c'est toujours gris, blanc, noir, il n'y a pas de couleur. Fait que là, t'es arrivé au bureau, t'avais hâte, en sacrifice, de mettre ça dans quelque chose qui était en couleur pour voir. Vous allez me dire, oui, ça s'arrange au montage, mais ça paraît tout le temps, c'est pas beau. Ça, c'est avec ça que j'ai travaillé. Les caméras, ils pèsent environ 15 livres certains, tout l'équipement, avec la lumière dessus, les portes micro. Puis au début, les micros, c'était des fils. Il fallait tout le temps que je dise au monde de faire attention aux micros, de ne pas crocheter les fils. Les fils, à force de brancher, débrancher, ça venait défectueux, c'était fou. Là, j'ai appris à souder les fils. Ça, j'ai pas eu le choix d'apprendre à souder les fils. On t'a rendu avec une boîte bien pleine là, de fils brisés. Il a fallu que j'apprenne à réparer ça. Les caméras, ça brisait à tour de bras, c'était fou. On a racheté une troisième pour en avoir 3. Mais on finissait toujours par en avoir rien que 2 parce qu'il y en a tout le temps une qui était brisée parce que le monde ne faisait pas attention quand il rentrait des cassettes. C'était vraiment fragile. Ça arrivait de travers, t'en donnais un clic dedans, tu disais, bon, là, on est fait, elle vient de sauter une dent, elle valera plus la cassette. Et là, tu ne pouvais plus enregistrer avec. Tu pouvais rien faire du live, mais pas taper dessus. Comme je disais, les locaux, c'était pas ergonomique, là. Le bureau missionnaire était orange, une partie vert, une partie brun. C'était un centre d'achat, c'est pas compliqué. C'était un ancien local de chaussures. De l'autre côté, c'était un ancien local de jeans. Dans l'autre local, c'était des tapis, si je ne me trompe pas. Nous autres, on n'a pas investi dans la peinture. Nous autres, ce qu'on voulait, c'était une place pour filmer. Puis pour l'éclairage, aujourd'hui, ça va bien. L'éclairage, c'est de l'éclairage froid. Moi, dans le temps, pour faire du tournage, j'avais des 2000 watts au plafond. J'en avais 14. Puis il fallait que je les allume 14. Les 14 lumières en même temps. Je peux vous dire qu'après 2 tournages d'une demi-heure, il devait faire 90 dans le studio, puis on ne pouvait pas ouvrir les portes parce qu'il y avait beaucoup de monde qui traversait, qui passait dans le passage. C'était vraiment olé, là. C'est pas une place c'est pas l'époque que je n'ai pas aimé, mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. On peut faire du tournage toute la journée, puis on n'est pas dans un sauna. Assez épique. Je me rappelle d'une anecdote. Souvent de fois, des historiens comme M. Quentin, par exemple, nous demandent des documents de cette époque-là. Il m'arrive de leur répondre, coûte cher, on avait 4 cassettes. Dans tout et partout, 4 bobines de vidéo, ce qui fait que pour faire 10 heures d'émission, il fallait réutiliser les mêmes 4 bobines. L'équipement était assez précaire, de bonne qualité. En fait, nous autres, on est tout simplement survenus à la suite d'une invention de la compagnie Sony qui s'appelait le kit, ou l'ensemble 3400, je pense, c'était une caméra avec un porte-opaque, ce qui était inusité à l'époque. Il y a une espèce de génie, d'homme extrêmement brillant au niveau de la télévision du film qui travaillait pour l'ONF, qui s'appelait Michel Forchette, qui lui est allé dans une exposition sur le film et la vidéo à New York, qui avait découvert ce truc-là. Il a dit, il nous faut ça pour le Québec. Et à la suite de ça, il est survenu ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il y a des gens comme M. Lamont qui ont tenté des expériences avec ces petits appareillages-là. Sauf que c'était relativement précaire. Si je pourrais même te dire que il fallait nettoyer les têtes d'enregistrement magnétique à peu près toutes les heures. Pour être franc avec vous. Comme je te le disais tout à l'heure, c'était relativement rudimentaire. Sauf que ce qu'on a toujours eu, nous autres, c'était des gens qui extrêmement débrouillards, ce qui faisait que à Talbot, aux États-Unis, ça n'existait pas quelqu'un qui était capable de réparer une caméra de télévision ou de réparer un micro peut-être, mais dans une de télévision, c'était assez compliqué. Il fallait envoyer ça souvent de fois à Montréal ou ailleurs. Alors, on a eu la chance d'avoir surtout des gens extrêmement géniaux qui se débrouillaient, qui réussissaient à trouver les moyens. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, ce qui fait que comment on répare une caméra, c'était assez compliqué. Il fallait que tu ailles chercher le livre à Chicoutimi ou à Jonquière ou à Montréal. On avait des gens qui étaient extrêmement habiles dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'ils pouvaient réparer n'importe quoi. Ils pouvaient improviser au niveau des éclairages, ils pouvaient improviser au niveau des décors, ils pouvaient même
À l'époque, ces gens-là avaient développé des systèmes pour faire du montage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de synchronisation automatique pour le montage. Fait qu'à ce moment-là, il fallait que tu déroules 5 tours de bobine d'1 seconde. Puis là, tu pesais le piton, tu le laissais rouler, puis quand tu arrivais à 5 secondes, tu pesais sur le piton. Et réussir à avoir une cote à la frame près, c'était assez compliqué, mais on réussit quand même. Bon, moi, j'ai commencé à Mistassini. Oui. Et puis ensuite, on s'est envenu ici. Mais tu sais, c'était pas vraiment l'endroit idéal. Et quand on a, M. Ménard, quand on a obtenu le projet du gouvernement, qu'on a réalisé, qu'on a été chercher le 30 000 $ pour être capable de le réaliser, mais là, à ce moment-là, on a déménagé à l'Hôtel de Ville. Et c'était quand même bien. On était dans la grande salle. Et à ce moment-là, c'était plus M. Ménard qui animait. C'était Charles Ouellette. Alors, Charles était quand même un homme d'expérience aussi. C'était vraiment agréable. Puis on avait beaucoup de sujets d'actualité en même temps. Et ça s'est quand même très bien passé là, à ce moment-là. Si on regarde, aujourd'hui, on fait une photo de l'équipement. Je peux vous dire que dans les 5 dernières années, pratiquement 100% de l'équipement a été renouvelé. On a passé au HD. On a fait un studio. On a fait plusieurs. Bien, on a équipé le studio pour avoir différentes émissions dans le même endroit. On a la régie, les ordinateurs, tout a été... On est rendu avec des télésouffleurs. Je vous dirais les micros. On a de l'équipement maintenant pour faire des podcasts. Puis ça fait qu'au niveau de l'équipement, on n'a pas à être gêné. Puis ça, là-dessus, je tiens à remercier MaTV, qui, à un certain moment donné, nous a donné un coup de pouce. Là. Ils ont vu le travail qu'on faisait, puis ils nous ont aidés à faire ce virage-là au niveau du HD. Ça fait que ça, je tiens à spécifier, parce que MaTV est un partenaire majeur dans... Si on dit qu'il y a des succès au niveau de la télé du Haut-du-Lac, il y a un gros merci là, qu'on doit dire à MaTV.